Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Bienvenue à ce nouvel épisode d'À ta couleur. Aujourd'hui, c'est un immense honneur pour moi de recevoir une personne qui figure parmi les personnes que je trouve les plus inspirantes, une personnalité hors du commun, un véritable artisan du bonheur et de l'humanité, Guillaume Vermette. Guillaume, c'est pas un invité ordinaire, c'est un clown humanitaire, bénévole à temps plein, qui a parcouru près de 40 pays, non pas pour le tourisme, mais pour tendre la main aux plus démunis, dans les camps de réfugiés, les orphelinats, les hôpitaux, partout où l'espoir et la joie sont en pénurie. Formé en théâtre clownesque, en cirque, en psychologie, il ne se contente pas de divertir. Il apporte des moments de normalité et de joie dans des situations souvent chaotiques et difficiles. Que ce soit en offrant des spectacles, en étant clown thérapeutique dans les hôpitaux ou en enseignant le cirque aux enfants, Guillaume s'attache à semer des graines de positivité. Lorsqu'il revient au Québec, sa mission continue sous une autre forme. Il partage entre autres ses expériences et ses récits inspirants à travers du contenu sur les réseaux sociaux, touchant le cœur des jeunes et des moins jeunes, les encourageant à être gentils au quotidien. Son message est simple mais puissant, la gentillesse rend heureux. Son ouvrage intitulé « Un sourire à la fois » reflète son incroyable voyage de vie et de manière généreuse, il reverse l'intégralité des bénéfices à des initiatives humanitaires. Alors prépare-toi à être inspiré par cet échange unique avec un homme qui a fait de la bienveillance son art de vivre. Guillaume, c'est un honneur de t'avoir avec nous sur le podcast. Bien, c'est donc bien gentil. C'est un honneur pour moi, Marie-Pierre. Merci de l'invitation. Je suis content d'être là. Tabarouette. J'ai-tu ma description Wikipédia au complet? Es-tu sur Wikipédia? Je sais pas. Je pense que oui, mais c'est gênant. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Y a-t-il des éléments que j'ai pas dit, peut-être? Je suis vraiment bon à Super Smash Bros. Ça, c'est un élément essentiel, oui. C'est essentiel. Ouais. Non, t'as rien oublié. Je pense que le plus important, c'est que je suis un humain qui essaie de faire son petit bout de différence positive dans la vie parce que ça me rend heureux. Ensuite, la liste des titres, des accomplissements, il y a d'autres choses que j'ai fait, mais pour moi, comment dire, j'ai l'impression que les trucs qu'on met de l'avant pour me présenter sont des affaires qui sont souvent simplistes, souvent sensationnalistes, parce que c'est sexy, sexy entre guillemets pour le médiatique. C'est pas nécessairement les choses dans lesquelles je me vois le plus ou je m'identifie le plus, puis il y a une grosse partie de mon identité puis de mon œuvre qui est complètement invisibilisée, puis c'est pas grave parce que je fais pas ça pour ça, je pensais pas devenir une personnalité publique, mais c'est fou comment, par exemple, on va toujours parler du fait que je connais Patch Adams, la célébrité Patch Adams. Patch Adams, c'est ton idole, Patch Adams, c'est un tout croche. C'est mon ami. On va en parler justement de ça, ça m'intéresse. Mais bref, il y aurait tellement de choses à dire, mais qui ne sont jamais dites, puis tellement de choses à dire qui sont dites tout le temps, mais moi, je pense que au final, je suis juste un humain comme les autres, puis qui a ses défauts, puis qui fait son petit bout de chemin, puis qui fait plein d'erreurs, puis qui essaie juste d'être heureux, puis avoir un sens dans sa vie. Puis moi, la méthode que j'ai trouvée, c'est le clown humanitaire, c'est le clown thérapeutique. Ça me ressemble, ça me rend heureux, ça fait du bien à d'autres. Voilà. Merci pour cette belle présentation, Marie-Pierre Lemaire. Merci pour ces éléments. Puis là, on doit dire qu'on est dans un lieu symbolique. C'est vrai. Pour toi. Ben oui, check. Puis là, c'est pour ça, oui. Belle canne de pêche, là, chose. Si tu nous écoutes à l'audio dans le podcast seulement, parce que sache qu'il y a une version quand même filmée, et là, on voit que sous le micro de Guillaume, il y a une belle grosse canne de pêche qu'on est allé chercher de l'autre bord, d'un locaux dans la cuisine, parce qu'on est à Point-de-Rue. Tout à fait. Et ça, c'est un lieu qui est très symbolique pour toi, puis moi, c'était important qu'on fasse
l'enregistrement dans un lieu symbolique, parce que c'est ce que je propose souvent à mes invités, le plus possible. Puis ça me permet de rentrer dans leur univers, puis ça permet à l'invité aussi d'être à l'aise dans son milieu aussi. Fait que veux-tu nous parler un petit peu de Point de rue, à quel point, comment c'est démarré avec toi, cet amour et cet organisme-là? Bien, c'est une super belle initiative. Merci, je suis content d'être chez Point de rue. Je les adore, puis de pouvoir parler d'eux en même temps, puis d'avoir ma belle grosse canne de pêche devant moi, que c'est tellement random. Puis ça n'a pas l'air de grand-chose à la caméra en ce moment. On a un mur blanc puis une canne de pêche. Mais c'est parce qu'on ne peut pas être ailleurs dans les locaux de Point de rue en ce moment parce qu'il y a de l'activité. Il y a toujours de l'activité ici. Point de rue, c'est un organisme communautaire à Trois-Rivières. Je dis à Trois-Rivières, en Mauricie, parce qu'ils sont aussi situés à Nicolette, qui vient en aide de toutes sortes de façons aux personnes marginalisées, aux personnes en situation d'itinérance. Entre autres, en offrant des repas sur l'heure du dîner, d'où la grosse canne de pêche. J'ai fait du bénévolat dans les cuisines ici. Pour ma fête, entre autres, on en parlait un peu plus tôt, là, mais moi, je pense que les anniversaires dans la vie, on n'est pas supposé recevoir des cadeaux, que c'est un non-sens. Moi, je pense que ta fête, ça veut dire que ça fait 1 an de plus que tu es sur Terre, tu es privilégié, tu es chanceux qu'on t'ait prêté ce corps-là, et cette vie-là. Prends-en soin, sois reconnaissant à ta fête. Moi, j'aime ça de donner des cadeaux à ma fête. Fait qu'il y a une année où c'est un moment qui a vraiment rendu mes liens avec Point de rue plus significatifs. C'est pour ma fête, il y a plusieurs années, j'ai fait « Hey, j'amène toute ma famille, mes amis, normalement on ferait un party. » Bien, c'est comme un party, on vient ici, on fait du bénévolat dans les cuisines de Point de rue. On cuisine pour les personnes en situation d'itinérance, on mange avec eux. Mon oncle avait joué de la guitare pour eux. C'était magnifique. Wow! Génial! Point de rue, j'ai collaboré à plein de reprises avec eux. Mon organisme Caravane Philanthrope, qu'on va sûrement parler plus tard, aussi collabore souvent avec eux. Et je suis allé en Haïti avec Point de rue, parce qu'ils font aussi du travail de rue en Haïti. Okay. La face de l'itinérance est très différente en Haïti. C'est moins des adultes, c'est plus des enfants. Puis ils avaient incorporé des clowns humanitaires dans leur projet il y a plusieurs années. Puis c'était une très belle expérience. J'avais aussi créé un spectacle sur la situation d'itinérance. Avant d'être clown humanitaire, si je ne m'abuse, ça fait vraiment longtemps, ça s'appelait Les Va-nu-pieds. Puis on était un duo de clowns de théâtre physique, d'artistes, comédiens de théâtre clownesque, sans parole, pour adultes. On jouait des personnages en situation d'itinérance et c'était co-créé avec des personnes en situation d'itinérance. Oh. Fait qu'on a comme 3 étapes dans la création qu'on leur montrait. On était gênés. Mon personnage de clown, c'est un itinérant. Je veux pas rire de toi. Je veux rire avec toi. Je veux sensibiliser à votre réalité. Puis quand on arrive un peu de reculons, je suis comme « C'est correct, êtes-vous d'accord? » Avec les gags qu'on n'assumait pas, ils étaient comme « Non, on va plus loin là-dedans. C'est vrai que c'est le même dans la rue. » Puis ils nous ont donné la permission de rire, pas d'eux, mais de rire des humains, parce que c'est des humains comme n'importe qui. Puis de parler de leur réalité, puis de sensibiliser. Puis on connaît mal le clown, là, on pourrait en parler aussi, mais du clown, c'est pas vrai que c'est pour les enfants, c'est pas vrai que c'est drôle. C'est une forme de théâtre, puis ça, c'était un show qui était, comique par moment, mais à la fin, je mourrais dans le spectacle. C'était dramatique aussi. Il y a toute une démarche derrière, très sérieuse, effectivement, absolument. Fait que bref, j'ai 1 million de collaborations avec Point de rue. Je les aime d'amour, c'est un de mes organismes communautaires préférés, ou si c'est pas mon préféré au Québec, ils changent le monde à tous les jours de manière impressionnante. Fait que pour moi, ça allait de soi à Trois-Rivières qu'il fallait venir dans les locaux ici. Je suis contente que ça ait fonctionné parce que c'est ça minuit moins une, mettons. On a pu vraiment avoir accès. Puis je confirme, je pense que c'est réciproque. Parce que quand j'ai contacté les personnes responsables ici, on m'a dit « Ah, ben là, Guillaume, Guillaume, il fait partie de notre équipe. Guillaume, c'est comme si c'est chez eux, c'est la famille, exact. » Fait que ça a été un oui tout de suite, tu sais, évidemment. Donc, je suis vraiment contente d'être ici, puis ça me permet, moi aussi, en même temps, de découvrir les lieux. Exact. Je suis contente que tu découvres ma famille. Oui, c'est ça me fait grand plaisir. Puis là, j'ai envie que tu racontes comment ça t'est venu, ça, l'idée de devenir clown. Est-ce qu'on décide de devenir clown ou c'est le clown qui vient à soi? Comment c'est apparu dans ta vie? Tu t'es dit, hey, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je ne sais pas à quel point c'est comme ça que ça s'est passé. Si tu t'es dit, moi, je veux parcourir le monde, je veux répandre la joie. Comment ça s'est passé? Je vais te raconter ça, Marie-Pierre. Mais c'est vrai que c'est parce que j'ai mais j'ai stické un bout de ta phrase qui était comme « Est-ce que c'est le clown qui nous choisit? » Tu as dit quelque chose du genre, puis j'ai eu plein de flashs en même temps que tu disais ça, de gens qui sont clowns professionnels dans la vie, humanitaire ou pas, qui disaient hey, « Moi, j'ai été un clown toute ma vie. » C'est comme si tu l'es au quotidien, puis qu'à un moment donné, tu as un exutoire, tu as le droit. « ça existe. »
ce que je suis, là, qui n'est pas le bienvenu en société. Est-ce que je suis trop exubérant, je suis trop coloré, je regarde trop le monde dans les yeux. Et là, j'ai la permission de le faire, ça devient une force, c'est applaudi au lieu d'être pointé du doigt. Fait que j'ai l'impression que pour beaucoup de clowns, effectivement, c'est comme un métier qui nous choisit. C'est comme pour beaucoup d'entre nous, c'est la seule place où on a vraiment le droit d'être nous. Ça permet d'être. Oui, c'est un exutoire. Ça va attirer beaucoup de marginaux, beaucoup d'extraterrestres, beaucoup de personnes trans, notamment beaucoup de personnes avec une identité différente. Je dis personnes trans parce que j'ai eu plusieurs élèves ou quelques élèves trans récemment dans mes cours de clown que je donne, puis je commence à faire le lien que, hey, c'est la seule place qui ont le droit d'être eux, ou une des rares places pour certains. Qui sentent bien, puis qui sentent qu'ils sont compris, puis qu'ils peuvent... C'est une force. Ouais. Pour une fois, ils ne sont pas jugés, ils sont accueillis. Parce qu'en clown, tu choisis pas ton personnage de clown. En gros, là, c'est une forme de théâtre qui se dit physique. Ouais. On s'exprime moins par les mots, plus par les émotions, par les mouvements. C'est une espèce de langage universel, puis on regarde le public droit dans les yeux. Tu choisis pas ton personnage de clown, tu le découvres à travers tes défauts. Ta bullshit, comme tu l'appelles. En fait, il n'y a pas de bullshit. Il faut que tu l'enlèves. Ouais, quand on est comédien, normalement, on joue un rôle. Ouais. En clown, non. En clown, on devient plus nous-mêmes que dans la vraie vie. On apprend à découvrir nos défauts pour les accepter, pour les aimer, pour les partager au public, pour lui donner la permission d'en rire avec nous. C'est super confrontant. C'est thérapeutique pour le clown avant tout. Et là, tu dis plein d'affaires, là, super J'ai même pas répondu à ta question non, de comment ça a commencé dans ma vie. Non, c'est vrai, puis je m'en allais te poser quasiment une autre question. Attends, j'y vais, puis bon, écoute. Tu parles d'introspection, puis je pense que tu parles d'authenticité. Oui. Parce que là, tu as nommé, sans le nommer, c'est ce que... Mais c'est une des valeurs du clown. Oui. Il y a 5 valeurs, dont l'authenticité. L'authenticité en fait partie. Oui. L'introspection. Écoute, j'ai envie de te demander, puis là, je pars, puis tu reviendras. Écoute, ça doit être toute la soirée. Mon possible TDAH qui revient là, au galop. Là. Il y a quand même... Est-ce que tu dirais que tout ce chemin-là d'introspection que le clown a à faire ou que tu as eu, toi, à faire, c'est quelque chose qui te sert pour mieux communiquer. Ah ben oui. Autant sur les médias sociaux que... Parce que, tu sais, je fais le lien ici avec les entrepreneurs. On dit souvent mieux se connaître, apprendre à se connaître, c'est une force en entrepreneuriat parce que après ça, on est en mesure de savoir vraiment qui on est. Intéressant. Plus facile de bien communiquer. Donc, j'ai envie de t'entendre. J'ai jamais réfléchi au bout, est-ce que ça m'a aidé à communiquer dans le sens réseaux sociaux, parce que là, on est dans le domaine de la rédaction, de la créativité, création de contenu, etc. Il y a sûrement des liens à faire parce que tu prends plus conscience de toi, effectivement, puis qu'après ça, c'est plus facile de le communiquer. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que tout le monde devrait faire des cours de clown. Tout le monde devrait faire des cours de clown. C'est comme tout le monde devrait aller faire une psychothérapie, aller voir un psy. Tout le monde devrait aller... C'est tellement plus le fun qu'aller chez le psy. Oui, puis amusant. Et c'est complémentaire. C'est hyper confrontant. C'est hyper confrontant. Moi, la première journée à l'école de clown, je suis parti. Ah oui? Je suis parti, je n'étais pas prêt psychologiquement, je suis revenu 1 an plus tard. Puis c'est quand ça, la première journée? Ça veut dire que quand ça a démarré, tout ça, ça fait quand même un certain temps. L'école de clown, ça fait un temps. Je veux pas dire de niaiserie, je pense que j'étais à l'université ou au cégep, là, fait qu'on doit être genre 2009 à peu près. Là. Tout le monde devrait faire des cours de clown parce que tu apprends à te connaître. Ouais. Déjà, tu apprends à te connaître, c'est génial. Tu apprends à l'accepter, tu apprends à l'exprimer, tu apprends à aimer ce que tu es, puis tu apprends à regarder le monde dans les yeux. Hey, tous les entrepreneurs, Guillaume, devraient aller faire un cours de clown. Je pense que oui. Puis on donne fait que là, message à tout le monde. Là. On travaille sur authenticité, joie, légèreté, simplicité, ouverture, qui sont pas juste des attributs super pratiques pour être un clown professionnel, mais des valeurs humaines géniales. Ouais. Ça fait de toi un meilleur humain. Je pense à devenir clown, puis ça me rend meilleur dans mes communications, que ce soit en relation de couple, en relation d'amis, en famille. Ça m'amène plein de belles choses à moi avant tout. De faire ça. Ouais. Puis, comment c'est apparu, cette histoire-là de clown? On va le dire. Je reviens à ça. Moi, je viens d'une famille d'ingénieurs et de scientifiques. Oui, de Nicolette. Tout le monde est ingénieur. De Nicolette. Ça, c'est comme ça qu'on sait quand on vient de Nicolette. Parce que ceux qui disent Nicolet... Ils viennent pas de Nicolette. Ceux qui disent le mot Nicolet comme du monde, pas des Nicolettes. Puis là, je dis ça, là, parce qu'on est allés à l'école secondaire ensemble à Nicolette. À Nicolette. Fait que c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse-là. Donc voilà. Oui, fait que je viens d'un milieu plutôt conservateur. Nicolette est plutôt conservateur, en tout cas, l'était probablement plus à mon époque. Ma famille est relativement dans un milieu conservateur.
Tout le monde est ingénieur. Mon frère est biophysicien, chercheur en environnement. L'autre est ingénieur chimique, directeur d'une grosse usine de probiotiques. On est 3 gars. Puis tous mes oncles sont ingénieurs. Tout le monde a des gros diplômes. Fait que personne me dit « Hey, tu devrais être clown. » Non, hein? Il n'y avait pas vraiment de cours de théâtre ou d'activités culturelles qui me ressemblaient à Nicolette. Maintenant, il y en a probablement. À mon époque, moi, je n'étais pas très bien là. Je ne trouvais pas ma place. J'ai commencé à trouver ma place en étant animateur de camp. J'y allais de reculons. Là. Je voulais faire de l'argent pour avoir un appart à m'emmener et puis partir. Nicolette, je t'aime, Nicolette. On aime Nicolette. Mais moi, je ne m'épanouissais pas. Là. Comme enfant, comme adolescent, je voulais partir de là. Fait que je suis allé travailler dans un camp. Je suis comme arc un camp. Mais là, c'est la première fois de ma vie que ma sensibilité, ma marginalité, ma créativité, le fait que je suis bizarre, était applaudi au lieu d'être pointé du doigt et de dire hey, que c'était faible. C'est comme ta différence, comme si était belle. Ma différence était un atout. Je devenais un leader au lieu d'être une victime. Puis moi, je pensais que la sensibilité, c'était faible. Beaucoup d'hommes, on se fait apprendre ça. Exact. Puis moi, je pense maintenant, puis ça a commencé là, ce processus-là, que j'ai réalisé que c'est ma plus grande qualité, ma plus grande force, l'écoute, la sensibilité. Fait que j'ai commencé à l'utiliser, puis je me suis retrouvé à être animateur de camp dans une opportunité vraiment chouette au Nunavik. Wow! C'est pas à Porte, là. C'est pas à Porte. C'est la deuxième plus au nord de la pointe du Québec des communautés inuites, des 14 communautés inuites du Nunavik. J'ai 17 ans. Je passe 2 mois à Salouit comme animateur de camp. Les jeunes avec lesquels je travaille, ils ont jusqu'à 15 ans. Ils ont presque mon âge. Fait qu'on a une relation peut-être un peu plus proche qu'avec les autres animateurs. C'est amical aussi. Oui, ils se confient plus à moi. Mettons, on va dire ça de même. Ils s'ouvrent plus facilement à moi. Ça fait qu'en l'espace de 2 mois, il y en a une dizaine qui sont venus me dire sensiblement la même chose. Guillaume, je suis plus capable. Je veux mourir. Puis ça me rentrait dedans. Ça me bouleversait. D'autant plus que j'étais ce jeune-là, à l'âge de 9 ans puis à l'âge de 14 ans, je disais sensiblement la même chose. Je me voyais en eux, je me sentais une responsabilité de faire quelque chose. Je savais pas quoi faire à part les écouter, les référer à des spécialistes, blablabla. Mais je veux en faire plus. Je veux en faire plus, je sais pas quoi faire. Puis c'est arrivé spontanément. Il y avait un costumier. J'étais dans un costumier, il y avait une perruque de clown horrible. Je me suis mis ça à la tête. Je débarquais dans la rue, dans mes pauses, dans mes soirs de congé que j'avais là-bas, puis je travaillais beaucoup, fait que j'avais pas tant de congés, il fallait vraiment que je sois intense. J'avais trop d'énergie. Puis je m'en allais dans la rue, aller à la rencontre des gens que je savais qui filaient moins bien, à essayer de les faire rire, parce que moi, je pensais qu'un clown, c'était drôle. Je connaissais rien au clown puis au cirque. Ouais. J'étais pourri. Ça faisait pas rire. Mais c'est pas grave, parce que le but du clown, c'est pas d'être drôle, c'est d'être attachant. C'est de créer un contact humain. Oui, absolument. Puis ça marchait. Ça mettait des sourires. C'est accompli pour ça. Ben oui. Ça mettait des sourires sur des visages, puis des étoiles dans des yeux de jeunes qui en avaient trop rarement. Puis c'est là que le déclic s'est fait. Moi, j'ai 17 ans, il n'y a jamais rien qui m'avait stimulé. J'étais un enfant, un ado malheureux. Je ne m'étais jamais projeté dans le futur, dans aucun projet. Rien qui me tentait. Puis là, ça a fait « Hey, je vais devenir clown humanitaire ». J'étais tellement motivé, puis je pensais même que j'avais inventé l'idée. Je vais être le premier clown humanitaire au monde. C'est pas toi qui as inventé ça? Non, je pensais malheureusement, c'est pas moi qui ai inventé l'idée. Donc là, je suis revenu chez nous, motivé pour la première fois par un projet. J'ai fait ce que toute personne sensée ferait. J'ai googlé comment devenir clown. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? La sculpture de ballon, du maquillage. Mais j'ai commencé par ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Fait que je commence par ça. Je m'improvise clown. Et c'est là que l'entrepreneuriat a commencé. Je disais, je veux devenir clown humanitaire, c'est clair. Mais avant, il faut que je devienne clown. Là, je développe mes skills en allant sur Internet, chercher des tutoriels YouTube, jonglerie, maquillage, sculpture de ballon, etc., ce que je trouvais. Puis quand j'étais rendu assez confiant, je me suis fait des cartes d'affaires sur Paint. Sur Paint? Ah oui, ah oui! J'ai imprimé une centaine. On se rappelle de Paint. Le programme sur le... On sait quoi? Mais ça existe encore, je pense. Ben, j'imagine, sûrement. Puis je l'ai imprimé une centaine au bureau, en gros. C'était cher. Puis c'était cher pour moi, parce que j'avais pas d'argent. Puis j'ai en distribué. J'ai commencé dans mon quartier, puis le mot, c'est pas... j'ai même pas dit c'était quoi les cartes d'affaires. C'était Yahoo le clown, fête d'enfants. C'est resté Yahoo, par exemple. Sourire garanti. Sourire garanti. Puis oui, c'est resté. Le nom Yahoo, c'est encore mon nom de clown. Puis, tu sais, le mot sourire, là, je vais juste faire un lien parce que
sais, ton livre, sourire, 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 ça se retrouve un peu partout. Yahoo, c'est encore d'actualité. Fait que ça t'a quand même suivi, là, malgré qu'on parle là, d'une époque. Bon, l'époque de Paint. Ça m'a suivi longtemps. Puis, tu sais, les cartes d'affaires Yahoo le clown sourire garanti sont devenus progressivement à coup de fête d'enfants, que la demande augmentait. J'avais genre 5, des fois 8 par fin de semaine. Là. C'était mon métier là, pendant que j'étais au cégep et à l'université. Bien, c'est devenu progressivement les productions Yahoo ou les animations Yahoo, qui étaient une entreprise de cirque, d'amuseurs publics, de clowns. On était une trentaine d'artistes. On n'avait plus le temps pour les fêtes d'enfants. On travaillait des fois pour le Cirque du Soleil, pour des grosses compagnies comme le Casino de Montréal, etc. Ça a fait des petits, comme on dit. Ça a fait des petits, c'est devenu toute ma vie, à un point que ça a pris trop de place. Tu sais, j'ai une entreprise de clown, j'ai appris plein de choses, c'est merveilleux, je gagne ma vie comme clown. Je suis en psychologie à l'UQTR en même temps, parce qu'il faut absolument que j'ai un vrai diplôme. Parce que là, il faut que tu te rappelles que tu as 2 frères qui sont... On a beau me dire, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, Guillaume, c'est correct. Oui, mais j'ai aucun modèle qui n'a pas un gros diplôme, puis je le sens que vous aimez ça quand j'ai un gros diplôme puis des notes, fait que je pensais qu'il fallait que je fasse ça pour faire plaisir à tout le monde. Fait que psychologie, entreprise de clown et école de clown, les 3 en même temps. Aïe, aïe, aïe. C'était trop. Ben, clairement, c'est clair. C'était trop. Ben oui. Puis tu restais d'heures dans ta semaine, là? 0. Genre, j'étais sur le bord de péter aux frettes. Puis à un moment donné, j'étais au Charlot, à Trois-Rivières, qui n'existe plus. Je me rappelle de ça, oui. Je suis déjà allée là, mon Dieu, ça fait longtemps. J'étais en train d'étudier. Puis j'essayais d'étudier, en fait, mon examen de psycho le lendemain, mais j'arrête pas de me faire appeler par le festival Juste pour rire, pour un gros contrat, Puis je fais tout en même temps. Puis là, mon ami qui travaillait là, qui s'appelle Simon, il me dépose un café. Puis, parce que j'ai commandé un café, puis je chiale. Puis je fais j'étais écœuré. J'étais écœuré, là, j'ai trop de contrats. J'ai trop de contrats de clown, j'ai plus le temps d'étudier. Il me dépose le café sur la table, il se relève doucement, il me regarde et il dit « Hey, Guillaume, va chier. » Un va chier bien placé. Va chier. Va chier de... Moi, je rêve d'avoir juste un contrat de comédien ou de cirque ou de n'importe quoi. Toi, tu viens me faire chier, tu t'en as trop. Va chier, man. Puis il s'en va. Puis moi, merci à Simon de m'avoir envoyé chier. On salue Simon. Ça m'a fait un déclic. Ça m'a fait un déclic de, ben oui, je gagne ma vie comme clown. C'est un privilège immense. Parce qu'on m'avait mis dans la tête toute ma vie que tu peux pas gagner ta vie avec les arts. Ouais. C'est impossible. Vivre de son art. Hein? Tu vas manger juste des tours sur beurre peanut, tu sais, des clichés. Là. Puis même pendant que je gagnais ma vie avec les arts, je réalisais pas que c'était possible. C'est d'une absurdité. Je me suis fait, pourquoi j'étudie en psycho? C'est pas vrai, je vais être psychologue, je sais ce que je vais faire. Fait que grâce au va-chier de mon ami, le lendemain, je lâchais la psychologie après 2 ans et demi. Je suis parti avec un certificat. J'ai quand même appris des choses intéressantes et je me suis concentré à 100% sur ma business de clown et sur ma carrière de clown. Simon n'aura jamais pensé avoir eu un impact aussi grand. Non, mais maintenant, il sait. Oui, c'est ça. On en a jasé. OK. Puis, encore là, je suis clown professionnel. Là, je te fais mon cheminement entrepreneurial. Je te suis. Tu me le dis, hein, si je parle trop. Je sais que c'est le sujet de ton podcast. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, je fais des contrats de plus en plus gros. Tu sais, comme artiste de cirque, comme clown, personnage principal d'une grosse production juste pour rire, etc. Je suis comme, waouh, c'est magnifique. Je côtoie des célébrités, j'apprends plein d'affaires, je gagne bien ma vie. Mais je vais être clown humanitaire. C'était ça l'objectif. Puis là, j'ai l'impression de dévier du projet, du rêve. Puis c'est dur, je sais pas où commencer. Comme clown humanitaire, j'appelle des hôpitaux, des CHSLD, je dis « Hey, je peux-tu venir, c'est gratuit, arc, un clown, je me raccroche au nez. » L'image perçue versus l'image réelle. Oui, c'est ça. Ouais. Dirais-tu que tu as tracé un chemin un peu au Québec pour cette image-là? Parce que tu es quand même, on va se le dire, connu là, au Québec. Est-ce que tu penses que tu as tracé une voie? Je suis pas tout seul. On est beaucoup à travailler fort. Notamment, il y a la Fondation Dr Clown qui a vraiment ouvert la voie pour beaucoup de clowns thérapeutiques au Québec qui font un travail merveilleux. Mais il y a d'autres organismes plus petits, il y a d'autres individus. Je pense quand même que j'ai... Contribué? Ben, je suis... humblement, je crois être le plus médiatisé des clowns. C'est rare, un clown médiatisé. Puis j'essaye d'utiliser ma voix pour démocratiser ces métiers-là. Fait que je pense et j'ose croire que la communauté de clowns est contente. Ben, là... que je vienne démocratiser ça, que je puisse essayer d'être un ambassadeur positif de tout ça. En tout cas, j'essaye. Puis, on en était où donc? Ah oui,
Je lâchais l'école. On était là. Tu sentais que là, tu déviais parce que tu acceptais plein de contrats de clown. Puis là, tu J'appelais disais, les CHSLD, Ouais. les hôpitaux ne voulaient rien savoir, puis tu commences sous en humanitaire. Tu débarques d'un camp de réfugiés de même avec ton sac à dos, Non, ça pas marche tellement. pas de même. Ouais, c'est ça. Puis là, je racontais ça avec à une amie avec qui j'étais allé à l'école de clown, puis elle me dit appelle-lui. Puis ça, c'est les coïncidences de la vie. Ça, c'est un petit coup de chance. Est-ce que ce serait pas par hasard Patch C'est Adams? Patch Adams. Elle avait son numéro de téléphone, elle m'a dit appelle-le. Des chances, tu sais. Ouais. Je sais quoi? Tu veux que j'appelle Robin Williams? Parce que là, oui, on fait référence au film, Au film. des années fin 90, je pense. Ouais, je pense 2000 à peu 98, près. quelque chose de Ouais, même. 98, je pense que c'est exactement Un ça, film en fait. est-ce que tu avais déjà vu ce film-là? Je l'avais déjà tu vu. connaissais Patch, toi, de nom, là? Je sais même pas si j'étais conscient que c'était une histoire vraie. Mais je me rappelais du film. OK, Robin Williams, c'est drôle, c'est cute, c'est fin. C'est un médecin qui veut changer le monde de la médecine, rendre ça plus humain. Il fait le clown avec ses patients. Tu veux que j'appelle Robin Williams? De quoi tu parles? Mais Patch existe pas vrai. Il ressemble pas du tout à Robin Williams. Puis c'est un activiste militant pour la paix depuis longtemps. C'est entre autres le gars qui a inventé le clown humanitaire, pas vrai. Si c'est pas lui, c'est le pionnier, en tout cas. Puis il est depuis, à l'époque, ça faisait 35 ans, je pense, qu'il était en voyage humanitaire à peu près 10 mois par année. Oui, parce que c'est quand même monsieur qui a roulé sa bosse, là, Patch, là, depuis un bon bout. Puis c'est d'ailleurs lui qui signe ta préface. C'est lui qui fait ma préface de mon livre, c'est un honneur. Mais c'est un grand monsieur, c'est mon ami. Tu sais, je le disais tantôt un peu, c'est mon ami tout croche, là. J'aime pas idolâtrer les gens, j'aime pas qu'on m'idolâtre non plus. Je pense que faut reconnaître que tout le monde est parfaitement imparfait, surtout dans nos métiers humanitaires, parce que mon but, c'est que les gens fassent de l'humanitaire puis s'impliquent. Faut pas qu'ils pensent que je suis exceptionnel. Je suis un tout croche comme tout le monde. Patch Adams, si vous saviez le nombre de défauts qu'il collectionne, puis comment souvent les bottines ne suivent pas les Écoute, babines. D'ailleurs, c'est un point que je veux qu'on aborde aujourd'hui, mais écoute, Oui, je l'adore, là. Ouais. Puis je suis super reconnaissant de tout ce qu'il a fait, Ben, mais on n'est pas plus meilleur, on n'a pas une plus grande valeur que d'autres humains. Puis en tout cas, bref, Patch Adams m'a donné ma chance. Je l'ai appelé, puis je suis hyper reconnaissant. Il m'a juste invité à le suivre en Russie. Tu t'appelles Patch Adams. Salut, Patch. Hello. Ben oui, c'est moi, j'ai... Hi, it is Yahoo de clown from Trois-Rivières. Je parlais pas très bien anglais, j'étais tout nerveux, je lui parlais. Puis il faisait juste Puis il a fini par dire Why don't you come with me in Russia? Pourquoi tu viendrais pas avec moi en Russie? Je suis comme Yes! Oui! Je raccroche. Je suis comme Wow! Je suis le meilleur clown du Québec. Je vais avec Patch Adams. Exceptionnel, le célèbre Patch Adams m'a invité, moi, personnellement, Guillaume Vermette, à l'accompagner en Russie. Jusqu'à ça que tu arrives là, t'étais pas le seul. Je vais sur son site web, voyage humanitaire, clouc, Russie, clouc, inscription, clouc. Ah, ce voyage est ouvert à tout le monde depuis 30 ans. Je suis pas si exceptionnel. Ça coûte 5 000 $. Oh, 5 000 $. Ouais, là. Un tour guidé de clown dans des orphelinats en Russie pour des bénévoles qui veulent. C'est vraiment ça, en fait. Il faut l'accessible. Puis longtemps, ouais. N'importe qui. Tu t'improvises comme clown, tu viens répandre du bonheur dans du bonheur dans des orphelinats en Russie. Fait que ça m'a motivé. J'avais mis mon argent de côté avec des fêtes d'enfants. Ouais, pratique, finalement. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis allé, puis ça a changé ma vie. Une quarantaine de clowns un peu partout sur la planète. C'est la première fois que j'avais une communauté, j'avais une gang qui me disait « Ben oui, c'est une bonne idée d'être clown mentor », puis qui me donnait des idées, des opportunités. Ça change tout. En entrepreneuriat, là, de s'entourer de gens qui croient en ce que tu fais, qui croient en ton projet, qui font des choses semblables ou connexes, qui vont te donner des trucs. Comprennent ta réalité. Du mentorat, qui comprennent la réalité. Exact. C'est tellement précieux. Puis autant dans le clown que dans peu importe quel secteur. Tout à fait. Exact. Puis là, on parle de Patch Adams, on parle de ton histoire, mais je vole au bon le fait que tu parles de Patch Adams. Puis dans ton livre, tu le décris comme étant le clown le moins bien organisé, disons. Puis tu sais, terrible. Tu dis à un moment donné, il y a un passage qui m'a fait vraiment sourire. Vas-y. Ben, il y a plusieurs passages qui m'ont fait sourire, mais il y en a un qui m'a fait sourire quand tu dis quelque chose. Là, je sais pas si je le cite bien, mais en tout cas, tu me corrigeras si je me trompe. Tu dis je remarque que Patch Adams est 100 millions fois meilleur communicateur que clown, dans le sens où il y a une facilité avec la communication, la persuasion, convaincre pour notre mission, parce que vous étiez comme dans une soirée, je m'en dire plus mondaine, avec des politiciens qui, eux, avaient une vie... des millionnaires. Des millionnaires, exact. Même s'il y a peut-être des milliardaires dans cette pièce-là. On est en Jordanie. Après avoir passé une journée dans un camp de réfugiés. Avoir des gens qui essaient de nous vendre leur organe. Ah oui, c'est effrayant. Puis là, bref, là, toi, le clash puis le malaise, tu décris ton malaise quand t'es là, puis tu décris surtout comment tu vois la scène comme
puis que tu vois Patch Adams qui excelle dans l'art de communiquer avec tous ces gens-là, tu sais, dirais-tu que Patch Adams t'a inspiré, parce que au niveau de la communication à ton tour, parce que toi, tu sais, tu vends pas des produits, tu vends quelque chose d'intangible, tu vends le bonheur. Je suis un gourou. Tu sais? Tu vends des choses intangibles qui ont un gros impact, là, on va se le dire, dans la vie des gens. Mais dirais-tu que Patch Adams a eu une influence positive au niveau des communications de ton côté? Ça a été une de mes grandes inspirations dans le modèle d'affaires. Je sais pas si... je pense que c'est un modèle... oui, c'est un modèle d'affaires. Tu sais, il fait des conférences. Lui, il rebondit sur la popularité du film. Ouais. Encore aujourd'hui, 23 ans plus tard, 25 ans plus tard. Mais ça a été un film marquant. Quand tu invites Patch Adams en conférence, c'est 20 000 $. Oui. Puis l'argent, il la met tout dans un projet humanitaire. Fait que ça m'a inspiré beaucoup, sa manière de faire, sa manière de marteler les mêmes messages, de ne pas avoir peur, de parler haut et fort, de paix dans le monde, de répéter sa mission. Puis sa personnalité qui vient attirer plein de gens. C'est vraiment un rassembleur de gens qui vont faire des projets qui ont des impacts magnifiques sur des individus, sur des groupes d'individus marginalisés, sur la planète. Ça m'a inspiré beaucoup. C'est un gourou. On va dire les vraies choses. Un gourou, là, c'est ça, c'est un gros stéréotype. Il y aurait toutes les aptitudes possibles pour avoir sa secte. Il y aurait tout ce qu'il faut. Mais lui, il fait le choix d'utiliser ces capacités-là au service du bien commun, d'en faire quelque chose puis de bien, puis il fait vraiment de son mieux. Tu sais, je le critique souvent, mais personne n'est parfait. Tout le monde peut dire, il fait de son mieux. Oui, tout à fait. Puis je critique envers moi-même aussi. Mais c'est senti, c'est authentique, même si il fait de son mieux pour être authentique, mais à force de répéter la même cassette depuis 50, 60 ans, des fois, il y a une petite déconnexion avec la réalité, je trouve. Puis les intentions sont super bonnes. Ça m'a inspiré beaucoup. Je suis un gourou. T'as un message à passer, toi aussi. Je suis un petit gourou. Dans le sens que lui, les proportions sont vraiment différentes, mais il me dit souvent utilise ma popularité. Tu sais, il est très conscient. Utilise ça. Là. De son pouvoir de persuasion. C'est superficiel. Ouais. C'est artificiel, c'est superficiel, c'est sensationnaliste, c'est simpliste, mais utilise-le. Si le fait que tu dises que tu es mon ami, Guillaume, ou qu'on a fait telle affaire ensemble, peut te servir à ouvrir les portes pour faire un projet qui va faire plein de bien à plein de gens, fais-le. Oui. Mais c'est rendu moi qui fais ça. À plus petite échelle. Mais tu sais, ça fait prendre conscience. Oui, qu'il y a un pouvoir derrière ça. De ce pouvoir-là, exact. C'est un privilège immense. Tu sais, je me suis battu, j'ai été résistant longtemps quand je commençais à être médiatisé parce que amour-haine avec les médias, c'est des sujets lourds. C'est des enjeux importants que je côtoie. Ça vient me chercher, ça me fait vivre de la rage, des fois, ça me fait vivre de la tristesse, ça me fait vivre plein d'émotions, je le prends personnel. Puis là, tu arrives à la radio, tu as 3 minutes top chrono entre deux pubs de boissons énergisantes. Là. Je veux t'en parler 6 heures. Fait que, puis là, à un moment donné, j'ai fait de la paix, tout ça, puis je pense que Patch m'a aidé à réaliser c'est un privilège immense. OK, il y a plein de défis, il y a plein de choses frustrantes, mais utilise-le du mieux que tu peux. Tu as une opportunité de changer des choses ou des petits bouts de choses. Puis si ça me permet de passer la POC à d'autres gens qui veulent faire du clown humanitaire, à d'autres personnes marginalisées qui veulent faire je sais pas quoi, puis je le fais activement avec la caravane philanthrope. Cette attention médiatique-là, c'est trop pour une personne. Ces partenariats-là, ces invitations-là, c'est trop pour une personne. Fait que c'est pour ça qu'on a fondé la caravane philanthrope. On est d'une 40aine. C'est entre autres pour ça. Fait que je deviens comme le porte-parole un peu de l'organisme. Ben pas un peu, je suis le porte-parole de l'organisme et je deviens la tête d'affiche en quelque sorte, souvent. Pas juste moi, mais c'est souvent moi. Puis là, on m'appelle en premier. « Hey, Guillaume, tel projet, tel truc, ça serait vraiment chouette. » « Ouais, ben oui, avec grand plaisir. » Puis là, je passe la POC à la caravane. Puis eux se structurent, puis envoient des gens. Je peux pas être partout. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a plein de nos projets, la majorité, je crois, en date d'aujourd'hui, qui n'auraient pas eu lieu sans ce phénomène-là. Je deviens un vecteur. Mais moi, je fais rien du travail après, bien souvent. C'est notre gang. Fait que c'est un travail d'équipe. Chacun son rôle. T'sais. Mais dirais-tu que les médias sociaux te permettent justement d'être en plein contrôle de quand tu disais « j'ai pas assez de temps, on me plug en deux ». Les médias sociaux, tes médias sociaux, j'imagine que là, c'est plus plaisant d'avoir le contrôle du média pour pouvoir justement faire passer ton message? T'as ouvert une grande porte, là, les médias sociaux. Je parlais d'amour-haine, c'est encore plus intense. C'est sûr que ça ouvre une porte aussi à tous les niveaux. En théorie, oui, ce que tu dis. Mais en pratique, c'est de la cocaïne, les réseaux sociaux. C'est réfléchi pour être une cocaïne, pour te rendre addictif, toi, et
les usagers, les gens qui consomment ton contenu. Ce qui marche le plus avec les algorithmes, là, ça change d'une année à l'autre, c'est généralement des choses simplistes. Parle-moi pour ces algorithmes. Ben, c'est ça. Fait que même si je veux être authentique, même si... OK. Au début, en 2016, quand j'ai commencé à être clown humanitaire à temps plein, ça fait depuis 2007 là, que je suis bien dans tout ça, mais en 2016, je fais ça à temps plein à l'année, bénévolement. Bénévolement, gros tournant quand même. Ouais, je me pars mes réseaux sociaux. Guillaume Vermette, clown humanitaire, je me suis dit, je vais avoir 10 000 personnes qui me suivent à peu près, ils vont me faire des dons de temps en temps, ça va me permettre de financer les projets humanitaires. Ça a explosé plus rapidement que je pensais, on est genre à 80 000, je pense, je suis pas sûr. Puis, j'avais réfléchi, j'avais analysé les algorithmes, j'avais pris des formations, je faisais une publication par jour. Aujourd'hui, je repense à ça, je suis comme, t'es malade. Pendant que je suis sur le terrain en camp de réfugiés. Puis ça marchait. Tu faisais ça pendant que... C'est ça? Ouais. Ah ouais, tu sais, je prenais des notes dans le jour, je prenais des photos, je collectionnais des histoires d'humains incroyables que je côtoyais. Puis parce que tu étais conscient de la porte que ça pouvait ouvrir, Ouais, j'avais une intuition, mettons. À un moment donné, j'ai fini par être conscient, puis c'est devenu plus gros, puis c'est pour le meilleur et pour le pire. La haine, les insultes, la charge mentale, le fait des fois d'être addictif, d'avoir de la misère à dormir parce que tu penses à tes publications, le fait de genre, j'ai fait quelque chose d'un peu plus politique, un peu plus controversé, puis là, il y a plein de gens, j'aime pas ça, là, je vais corriger ce que j'ai fait, comment je me situe là-dedans, puis c'est trop dans nos vies, je pense, ces réseaux sociaux, puis moi, c'est définitivement été trop par moment. Puis là, il y a eu plein d'étapes à tout ça, mais aujourd'hui, j'utilise pas beaucoup. Je me mets aucune attente, aucune pression. J'ai envie de faire une publication, puis j'ai l'espace dans ma vie, ce qui est rare, avoir l'espace dans ma vie maintenant. Il m'est arrivé quelque chose sur le terrain que j'ai envie de partager, une histoire en CHSLD, je le fais. Plus spontané. Ouais, j'ai fait plus en pandémie, là, ça se calme ces temps-ci. J'ai comme des phases, je me remets à en faire pendant un bout. Puis qu'est-ce qui fait que une histoire... tu vas avoir envie de la raconter. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu sais comment tu sélectionnes tes histoires? Celle-là, là, elle, là, ça, là, je vais le raconter. Parce que pour moi, Guillaume, t'es... Comment je pourrais dire? Dans mon réseau, là, la personne qui réussit le plus rapidement à connecter émotionnellement avec ton audience. Puis ben, c'est par le partage d'histoires, carrément, là, je pense. En tout cas, je vais t'entendre là-dessus. Comment tu sélectionnes ça? Comment j'en parlais, ça, j'en parle pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça vaut la peine, ça vaut pas la peine? As-tu des sujets qui te touchent plus que d'autres? Ou bien, tu sais qu'il y a des sujets peut-être qui vont toucher plus tes abonnés, ton audience, qui réagit plus fort? Bien, il y a eu beaucoup d'étapes, ça fait plusieurs années. Ça fait 7 ans, en fait, sur les réseaux sociaux. Mais au début, je réfléchis à qu'est-ce qui va fonctionner. Carrément. Puis il y a eu qu'est-ce que les gens vont aimer? Qu'est-ce que les gens vont aimer? Qu'est-ce que les gens vont liker, vont partager? Qu'est-ce qui va être engageant? J'ai vraiment une stratégie. Ça a quand même marché. Mais ça a marché vraiment plus quand j'ai enlevé une petite couche de bullshit. Quand j'ai enlevé... À un moment donné, je suis devenu un peu plus honnête dans ma façon de communiquer, dans les émotions que je partageais, dans la vulnérabilité. Puis je pense que c'est une grosse force quand ton branding, c'est pas une entreprise, mais t'es un individu. En plus, moi, j'avais rien à vendre. Branding personnel, la marque personnelle. Rien à vendre. C'est pas genre, viens voir mon spectacle. C'est juste d'attirer sois gentil. vers la cause. Sois gentil. Sois gentil. Passer ton message, Fait que j'avais une grande liberté, puis la vulnérabilité devenait une force. Puis c'est quelque chose que prône le clown, puis l'authenticité. Fait que plus j'allais là-dedans, plus ça fonctionnait. Puis à un moment donné, je suis peut-être justement allé trop dans l'authenticité. C'est pas tout qui doit être partagé ou qui a besoin d'être partagé. Puis je réalisais pas encore le coût de partager certaines émotions, certaines réflexions, qu'il y a un backlash. Il y a des gens fâchés sur Internet, il y a des trolls, il y a plein d'affaires. J'ai eu des menaces de mort une fois, j'ai passé par j'ai vécu plein d'affaires intenses. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin de me... faire un pas de recul. De m'équilibrer un peu plus là-dedans, puis aussi de me ramener dans le monde réel. Là. C'est comme s'il y a des moments, on dirait que ce qui se passait sur les réseaux sociaux était plus important que ce qui se passait sur le terrain. Là. Ça, non, c'est contre nature avec ce que je veux faire. Fait aujourd'hui, pour répondre à ta question, je me pose même pas la question. Premièrement, il faut que j'aie l'espace. Là, dans les dernières années, j'avais pas beaucoup d'espace parce que je suis à la direction de la caravane philanthrope, ça demande beaucoup de temps. Là, j'ai quitté la direction récemment pour être porte-parole et clown humanitaire. C'était ça le but depuis le début. Fait que j'ai un peu plus d'espace, mais il m'arrive quelque chose sur le terrain. C'est juste une intuition, c'est un feeling. C'était donc bien touchant, ça. Ce que cette madame-là en CHSLD me dit comme message, que ce moment-là qu'on a vécu, puis elle a demandé
l'aide médicale à mourir dans 2 jours. Tu sais, j'ai un exemple en tête. C'était juste trop fort. Comme histoire, c'était trop beau. Ça m'apporte de quoi à moi, on dirait. Fait que j'ai envie de le partager aux autres, pas de savoir le rapporter. Pas en passant, je vais dire ça parce que les gens vont donc aimer ça ou vont donc réagir. Ou parce genre, que je vais avoir des dons. Tu sais, je vais avoir des likes, je vais avoir des dons. Je suis comme, non, je suis plus là. Je suis vraiment juste dans, hey, ça me touche, j'espère que ça va te toucher. Puis des fois, ça marche pas, là. Parce que l'algorithme, ça ne fit pas avec l'algorithme. J'ai vraiment moins de following puis de likes qu'avant, mais je me sens plus en paix avec. Je suis fier quand je le fais. Je suis fier, je suis satisfait du message que je passe, puis je ne dépends pas de ça. C'est un outil formidable, les réseaux sociaux, même presque inévitable aujourd'hui, mais je ne reviendrai pas en arrière à ce que ce soit mon outil principal. Tu as trouvé ta formule. Oui. Assurément, tu as trouvé l'équilibre. Oui, mais ça a l'air valorisant, hein? Pendant que tu es dedans. Pendant que tu es dedans, comme tu as l'impression que c'est important, que tu reçois plein d'amour, mais toute cette énergie-là qui est mise là-dedans, qui au final nourrit surtout l'ego, ne nourrit pas le projet tant que ça, ou ma santé mentale tant que ça, mais c'est dur de prendre une distance avec pour le voir. Puis je le dis, je martèle ce message-là, ça fait plusieurs fois, on dirait que je vais à peu près dans cet angle-là, mais c'est parce que j'ai l'impression que des gens qui écoutent ton podcast, c'est beaucoup des gens en entrepreneuriat, puis que c'est facile, je pense, de glisser là-dedans. Il y a d'autres méthodes de publicité, puis dans beaucoup de domaines, less is more. Puis les réseaux sociaux peuvent aussi être comme ça. On est je dirais dans un, pas un mouvement, je ne serais pas prêt à dire ça, mais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui quittent aussi les médias sociaux, il faut le dire. Puis il y en a d'autres qui, comme toi, trouvent une formule aussi, qui te viennent en paix avec la façon, de communiquer. Puis ça a bien plus de valeur ça que fait tout le du reste, sens, effectivement. Ça fait que les gens qui me suivent, c'est comme s'il avait été préparé puis éduqué. Éduqué, c'est pas le bon terme, mais il a été préparé à mon style de contenu. Ceux qui n'aiment pas ça, ils quittent. Moi, j'ai la chance, le privilège d'avoir des gens qui lisent mes publications. Oui, parce que tes histoires, là... Ils lisent pour vrai. Oui. Normalement, on s'arrête après 5 mots. Oui. C'est des bons textes. Mes textes fonctionnent souvent plus que mes photos puis mes vidéos. C'est hot, mais ça a pris des années de à trouver mon style puis à me bâtir une crowd qui aime ça, qui répond à ça. Et puis j'ai envie, ça m'amène à une question. Tu sais, le fameux why, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, le why, le pourquoi on fait les choses, notre raison d'être, ce qui nous motive, ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin puis qu'on est « Yes! Je veux conquérir le monde! » Tu penses-tu que les personnes qui ont trouvé leur pourquoi ils font ce qu'ils font sont plus chanceux dans le sens que les autres, dans le sens où il semblerait que les personnes qui ont trouvé leur why, pourquoi ils font ce qu'ils font, sont plus heureuses, sont plus satisfaites, sont peut-être un petit peu plus dans la gratitude aussi. Toi qui sembles avoir trouvé ton why depuis d'être... Des fois, on dit que c'est des gens qui sont sur leur X, dans cette façon de dire les choses comme ça, comme s'il a trouvé sa place, il a trouvé sa voie, tu sais. Dirais-tu que c'est une chance? Dirais-tu que ces gens-là sont plus chanceux, sont définitivement plus heureux? J'ai envie de m'improviser psychologue, de dire plein d'affaires, mais la réalité, c'est que ça dépasse un peu mes connaissances. Je peux juste te répondre avec mon intuition. J'ai envie de te dire oui. Toi qui l'as trouvé. Moi, je pense que c'est un besoin essentiel humain. Puis ce qui me fait réaliser ça, oui, un peu des gens que je côtoie qui sont sur leur why, puis de constater que moi, ça me rend vraiment heureux d'être sur mon why. Mais je pense qu'il vient me mettre plus en perspective, c'est de côtoyer des gens qui ont l'impossibilité d'avoir un why. Des gens qui ont peu de liberté, qui ont peu d'opportunités d'avoir du sens dans leur vie, par exemple parce qu'ils sont coincés dans un camp de réfugiés, par exemple parce qu'ils sont coincés dans une communauté au Nunavik avec peu d'opportunités. Et il y en a plein d'exemples dans ma vie, des personnes en situation d'itinérance, des personnes en CHSLD qui n'ont pas choisi d'être là, qui se sentent coincés. À peu près tous les gens qu'on rejoint dans nos projets ont une réalité qu'ils n'ont pas choisie. Bon, on ne choisit pas notre réalité, là, mais une réalité contraignante, où il y a une perte de sens. On travaille beaucoup avec la perte de sens, les clowns menteurs, les clowns thérapeutiques. C'est beaucoup ça qu'on vient nourrir, le sens, l'espoir, la dignité, l'amour-propre, etc. Puis je le vois, puis je le côtoie, des gens qui perdent le sens meurent à petit feu. Meurent de solitude en CHSLD, par exemple, ou
des camps de réfugiés qui ont l'air d'avoir toutes. Les plus moins pires camps de réfugiés, ils ont de la nourriture, par exemple, ils ont des services, ils ont des soins médicaux, mais ils sont coincés en dedans. Ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas de papier. Ouais. Tu n'existes pas. Ce que tu es est un problème. Ce que tu es est illégal. Tu n'as pas le droit d'avoir de job, tu n'as pas le droit d'être un citoyen, tu n'as pas le droit de contribuer à la société. Perte de sens, ces gens-là ont souvent plein de problèmes de santé mentale, dépression, etc. Fait que, bref, moi j'ai l'impression que le sens, quand je côtoie ça, est un besoin fondamental humain. Ouais. Une fois que tu as un sens, tout le reste suit. Puis, on est à point de rue en ce moment. Ouais. On aide ici des personnes en situation d'itinérance. Ben voyons! Facile! Ils ont juste à travailler. Ils ont juste à trouver le job. Tu sais, les clichés. Ouais. C'est tellement plus compliqué que ça. Ouais. C'est plus complexe. C'est des gens qui ont... je ne veux pas généraliser. Chaque personne en situation d'itinérance a une réalité différente, mais je constate que beaucoup d'entre eux se sont fait dire très rapidement qui ne fitaient pas dans la société, qui n'ont pas le droit d'être ce qu'ils sont, qui ne sont pas les bienvenus, qui sont un problème, qui se mettent à l'écart de la société pour se protéger, très souvent, et ils ont une perte de sens, ils ont une perte de connexion humaine. Je pense que c'est un besoin fondamental humain. Puis tu apportes le point du sens, qui c'est quelque chose que je voulais aborder avec toi. Puis là, c'est mon petit côté spirituel là, qui va remonter. Là. Je ne l'ai pas laissé vraiment aller encore là, sur le podcast, ce petit côté-là. T'as-tu de la sauge? Toi qui connais de la sauge. On fait-tu brûler de la sauge? C'est ça qui se passe. T'as-tu des roches magiques, des améthystes? Hey, je sors mon kit. Tu mets ça sur ton hood. Ça protège contre les accidents. Mon ex, c'était une sorcière. J'en connais des affaires. Dieu Seigneur. Bon, là, on prend toutes tes trucs. Allô, Magali? Là où je m'en vais. Oui. Là où je m'en vais, c'est toi qui côtoies. Oui. Des situations très difficiles. Tu as été témoin de violence, toi-même, parfois, pour avoir lu ton livre, là, il y a des moments où est-ce que j'ai senti que tu t'es senti même en danger, que tu t'es dit « Hey, t'es un peu là », ou tu as eu peur, ou que de ce qui allait se passer. Dans ces expériences chaotiques-là, comment on fait pour trouver, justement, le sens des choses? Est-ce que tu crois? Puis là, c'est ma question spirituelle s'en vient. Est-ce que tu crois que tout a un sens, que ce qui arrive, que les malheurs qui arrivent, que les choses difficiles, que les épreuves qui arrivent dans nos vies, ils se cachent présentement. Vous quoi? Je me cache. Quelle question! Ah ouais, j'arrive avec mes... Penses-tu que toute épreuve, toute chose qui nous arrive de je vais dire malheureux, est là pour nous apprendre quelque chose? Ben... C'est quoi le sens il y a un bout au niveau individuel, j'ai envie de te dire oui. C'est-à-dire les épreuves, la souffrance que j'ai vécue dans ma vie, je ne reviendrai pas en arrière. Ça m'a appris énormément. Ça a fait l'humain que je suis aujourd'hui. J'ai plein d'outils grâce à ça. J'ai une faculté au bonheur plus facile que la moyenne à cause des épreuves que j'ai vécues, je crois. Donc, ça fait du sens. Ça, il y a oui. un sens, là, oui. Mais hey, le timing que tu poses cette question-là, tu le sais pas, mais vraiment étrange. Je me pose beaucoup de questions sur le sujet ces temps-ci. Ça me travaille. Je suis en train d'écrire une nouvelle conférence qui sont le nom de travail temporaire. C'est comment garder espoir devant la fin du monde. Je me pose ces questions-là, puis je ne sais pas si je l'ai l'espoir. Je pense que le clown humanitaire a perdu espoir en beaucoup de choses. J'ai plus la faculté d'avoir espoir au macro. Je pense que je suis en train de lâcher prise, que mon rôle n'est pas dans le macro. Tu sais, il y a macro, meso, micro. Oui. Macro, pour moi, c'est les grands changements de société, régler les changements climatiques. Mettons, régler, je sais pas, avoir un système électoral plus équitable, moins de violence systémique, des trucs comme ça. C'est tellement gros. Puis moi, je vois les conséquences de tout ça aux premières loges, au quotidien, puis ça me frustre, puis je vois pas le bout, puis on a juste l'air de s'enfoncer. On dirait qu'il y a de plus en plus de besoins. Moi, je suis rendu, il faut que je me protège de ça. J'ai de la misère à m'informer. Conflit israélo-palestinien, c'est un bon exemple, parce que c'est très actuel. Ça me freeze. Le 7 octobre, c'est la journée que le conflit reprenait, parce que c'était pas un nouveau conflit. Le 6 octobre, moi, j'étais à côté. Je revenais de revenir le 7 octobre au Québec. J'étais à côté, je voyais les conséquences. J'étais en Jordanie, là, tout proche, mais je voyais les conséquences de la guerre en Syrie de 10 ans, les conséquences inhumaines, que je vous épargne les détails, des enfants esclaves. On ramasse encore les pots cassés de cette guerre-là. Là, Israël-Palestine, moi, je suis même pas capable de process ce qui se passe en ce moment. Je fais juste voir, mon cerveau, il va dans 10 ans. J'imagine les visages d'enfants qu'on va aller voir dans 10 ans.
Parce que toi, t'as tout ça, là, en tête. Tous ces visages-là, tous ces sourires-là, toutes ces personnes-là. Ouais. Je me protège. Ouais. Je suis plus dans le macro, je suis plus capable de garder espoir pour être très sincère par rapport à ça, parce que je suis trop dans le micro. Ouais. Je suis trop dans le contact direct avec les gens, je les regarde dans les yeux, je le prends personnel. Ouais. Mais la beauté de ça, c'est que j'ai l'espoir du micro aussi. J'ai une collection d'histoires de succès, d'individus, de vies qui ont changé, d'étoiles dans des yeux. Fait que moi, je me rattache là-dessus. Je crois qu'on peut changer le monde par petits bouts de monde. Un sourire à la fois. Moi, ça commence par le bas. Ça commence par les individus. Je change mon monde. Ouais. Puis j'essaie de changer des petits bouts de monde autour de moi, en équipe. On change notre monde entre nous, ça se propage. Puis peut-être un enfant, ça va avoir changé son monde, il va grandir, il va s'en rappeler, il va changer le monde de d'autres gens. C'est là-dessus que je peux me concentrer, moi. C'est là-dessus que ça fonctionne, que je peux faire de manière durable pendant des dizaines d'années sans péter aux frettes. Puis tu penses-tu que tu peux avoir un impact avec tes histoires, avec ton contenu sur les médias sociaux, des gens qui te suivent, mais que c'est pas des gens envers qui tu vas nécessairement aller faire une intervention ou faire une animation ou aller avoir un contact direct avec eux. Penses-tu que ça peut aussi impacter? Bien, je le sais que ça peut impacter. Ça serait te mentir, te dire non, parce que ça commence à faire plusieurs années et je reçois régulièrement des témoignages, des remerciements, ça a changé ma vie, telle affaire, ou ça m'a donné le courage de me prendre en main pour changer de job, quitter ma relation violente. J'étais allé faire un projet humanitaire à cause que je t'ai écouté. Tu sais, j'ai tout plein d'affaires, du monde qui deviennent clown humanitaire carrément. Oui, ça en inspire à suivre ton top. Fait que ça, ta je voix vois, aussi, ça peut avoir un impact. C'est touchant. Ça, c'est probablement le plus beau cadeau, la plus belle récompense. Ça doit te motiver aussi à poursuivre les médias sociaux. Tantôt, tu disais... Oui, c'est ça le doit beau être le côté. Mais c'est comme amour-haine, là. Tu sais, ça, c'est le beau côté, mais c'est aussi... je deviens un produit, Je deviens... je le vois dans les yeux des gens. Des gens, ils sont pas ici, là. Ils sont pas ici devant moi. Puis je le vis de manière vraiment plus... faible que des grandes célébrités, peut-être des humoristes au Québec, des vraies vedettes. Là. Des gens arrivent avec une idée toute faite de ce qui je suis. Encore plus qu'un humoriste, je pense, quand tu t'attaches à moi, parce que c'est pas mon produit que tu consommes, c'est pas mon spectacle. C'est ma vulnérabilité. C'est tes émotions. Tu as l'impression de me connaître, tu as l'impression d'être mon ami, tu t'es fait une idée sur ce que je suis, même si tu ne m'as jamais vu, mais je le vois, ils sont devant moi, puis c'est pas moi qui vois, c'est l'idée qu'ils ont. L'image perçue versus l'image réelle. J'ai de la résistance par rapport à ça. J'ai vécu par plein d'étapes, puis aujourd'hui, je lâche prise, puis encore une fois, c'est un privilège immense, je peux faire plein de belles choses avec ça, puis c'est de l'amour que je reçois. Je suis qui pour chialer, le monde me dit merci, puis je t'aime, puis t'es hot. Tu es comme, ben merci. Je suis pas tout le temps d'accord avec ce que vous dites, mais je le prends. Puis oui, je le sens que ça a un impact. Puis j'essaye que ça ait un impact. On me donne une tribune, essayons d'en faire quelque chose de positif. Tu sais, je parle de santé mentale, je parle d'âge, je parle de plein de sujets dans mes conférences qui me tiennent à cœur. Mais il ne faut pas que je fasse juste ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui deviendrait hypocrite, à la limite, ou incohérent si je me mettais à... Puis je pourrais là, juste faire des conférences, juste faire des chroniques. Mais il faut que ça soit au moins 50-50. 50 sur le terrain, puis 50 à faire ça. Il faut que ça devienne un outil pour ce qui est le plus important pour moi, qui me nourrit, que j'ai choisi, qui est d'être clown humanitaire. Puis l'équilibre n'est pas toujours facile à aller chercher. Puis tu sais, tu parles... dans ton livre, tu en parles un peu... ben, pas un peu quand même. On sait que tu es personne qui a eu parfois qui a vécu des situations où l'anxiété a gagné du terrain. Tu parles aussi d'intimidation, des choses, des moments où tu as été comme plus vulnérable. Est-ce que tu penses que de se livrer, de livrer sa vulnérabilité comme ça, dans son contenu, tu le fais aussi sur les médias sociaux, assurément, que tu penses que ça aide à connecter plus fort? Tellement. Ben, ça aide, ça sert à plein de choses. Ça sert à plein de choses. Connecter entre êtres humains, c'est la vie. Là, on est des créatures tribales, je pense que c'est le terme. On est des créatures qui ont besoin du regard des autres, qui ont besoin de connecter ensemble. C'est nécessaire. Puis je trouve que notre culture, surtout je dis notre culture, je parle de l'Occident, puis est particulièrement individualiste,
Puis en Occident, je trouve que l'Amérique du Nord est un brin plus individualiste. On est probablement une des cultures les plus individualistes de la planète. Puis je pense qu'on s'en rend pas compte. Même à travers l'Occident. Même à travers l'Occident, on est une des communautés, des cultures les plus individualistes. Puis je pense qu'on oublie à quel point on se fait violence avec ça. Je pense qu'on oublie à quel point l'isolement, la solitude, le manque de contact humain crée tout plein de nos problèmes de société et d'individus, de souffrance. Nous coûte cher, même économiquement comme société, et problème de santé mentale dans le tapis. Puis je le vois le bien que ça me fait quand j'ose la vulnérabilité. D'ailleurs, je ne vais pas bien en ce moment. Allô? Avec un grand sourire. Ben, tu sais, je vais pas bien là. En ce moment, ça me fait du bien. Je suis avec toi, on jase, ça m'a vraiment fait du bien de sortir. Mais je vis une passe un peu plus difficile. J'ai côtoyé des choses dures en humanitaire récemment, entre autres en Ukraine. Je vis des problèmes dans ma vie personnelle. Je suis un peu dépassé. Puis, une chance qu'il y a mes conférences. Parce que, ben, je vois des humains, on connecte. C'est comme thérapeutique, j'exprime ma vulnérabilité à travers ça. Puis même, je me suis fait un devoir de commencer mes conférences dans ce temps-là en disant « Hey, il faut que je vous dise, je vais pas bien. » Tu sais, je prône la vulnérabilité, l'authenticité, bien, ça commence par donner l'exemple. Sortir du bon veille, ça va? Oui, toi? Non, pas salut. On fait pas ça en clown, hein, c'est interdit. Ah ouais? On dit salut, ça va. OK. Bonjour, je suis content de te voir. Si tu le sens. On propose en clown. En tout cas. Intéressant. Ouais. Mais je le dis en conférence, c'est ainsi, je ne vais pas bien, mais ça me fait du bien de vous voir. Je suis content d'être là, merci. Puis de se sentir accueilli là-dedans par des centaines de personnes, peut-être, qui sont là en même temps. Je fais wow. Une nouvelle énergie. Puis ils m'acceptent là-dedans. Je suis validé, je suis accueilli. Puis c'est ça que le clown thérapeutique fait avec les autres. Fait que là, je le reçois. C'est beau. Puis ils viennent me voir après. Puis plusieurs vont me dire hey, merci. Tu m'as inspiré à moi aussi m'ouvrir. Fait que ça, ce genre d'impact-là... Ou le fait de le dire. Puis le fait de, comme, pas avoir la réponse mécanique. De ne pas chercher une solution. De juste voir les autres. Juste les accueillir dans ce qu'ils sont. Plus être dans l'écoute. Puis toi, tu te donnes la permission de t'exprimer, mais tu donnes la permission aux autres de le faire aussi. Je pense que juste si on peut faire ce petit switch-là en société, des fois, là, d'être un peu plus gentil, ou un peu plus bienveillant, un peu moins poli. Un peu moins poli. Je trouve que la politesse, c'est un obstacle. Pas tout le temps, là. Il y a du beau dans la politesse, mais souvent un obstacle fake à la vraie bienveillance. Voilà. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux entrepreneurs, par exemple, là, des entrepreneurs là, qui n'osent pas là, ou qui hésitent là, à raconter leur histoire ou à être plus authentiques avec vraiment qui ils sont? Est-ce que c'est un conseil que tu leur donnerais d'accepter de s'ouvrir, de donner un petit peu plus accès à qui ils sont? Nous, oui. 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 J'aime ton oui. Si ça leur tente, s'ils sont à l'aise avec ça, parce que quand même, c'est un processus, puis c'est pas pour tout le monde, puis tu as le droit d'avoir des zones que tu n'as pas envie de parler. Parce que pour moi, c'est peut-être plus facile, je suis proche de mes émotions, ça fit avec ma personnalité, mais pour d'autres personnes, ça serait se faire violence. Peut-être aussi d'être trop ouvert, puis c'est correct, je pense qu'il faut respecter ça aussi, mais ça peut être, dans la boîte à outils d'entrepreneur, vraiment un outil exceptionnel. Puis ça me donne envie de te dire que je côtoie souvent des millionnaires. Ma job, étrangement, de clown humanitaire qui était pendant longtemps bénévole à temps plein, me fait que je me ramasse avec des mécènes, des fois pour des projets humanitaires, des donateurs, des partenaires financiers, des fondations que je côtoie, que c'est des gens millionnaires qui gèrent. Puis j'avais plein de préjugés sur les gens millionnaires, puis comment il faut interagir avec eux. Puis fait que ça, c'est des gens d'affaires. C'est l'élite des gens d'affaires. Ils aiment ça quand c'est simple, puis humain, puis accessible, puis vulnérable. C'est ce que je me rends compte à date, en tout cas au Québec. Là. Et aussi, ce sont des humains qui peuvent être touchés par des causes. Puis... Mais j'ai l'impression, je leur offre ça. Moi, je ne change pas ma façon d'être. Que je sois ici avec toi, que je sois avec un enfant, que je sois avec une personne âgée à CHSLD ou un monsieur en cravate PDG de la multinationale, je te regarde dans les yeux, je te traite avec le même respect que n'importe qui. Ça veut dire que pour eux, ça veut dire que je leur en donne moins que ce qu'ils reçoivent d'habitude, dans un sens. Pour les enfants, ça veut dire que je leur en donne plus. Ça doit être marquant. Ça doit être marquant. Ça leur fait du bien. Comme, un vrai humain. Enfin, quelqu'un qui me traite. On peut jaser des choses. Puis ils vont direct, ils vont droit au but. C'est efficace. Puis c'est humain à date. Mes rencontres avec des personnalités d'affaires, des millionnaires, étrangement, ça m'a surpris. J'ai eu l'argent. Fait que j'avais plein de préjugés. Ouais, t'as un inconfort face à ça, j'avais. Mais c'est nécessaire dans la mission que t'as
à faire d'avoir, à un moment donné, récolté des sous à quelque part pour pouvoir mener à terme puis tes projets, tu sais. Fait que c'est quand même... ça te fait violence, ça, hein? Plus là. Ça me fait de violence beaucoup. Tu sais, on va dire la vérité, si je suis clown humanitaire, c'est principalement parce que je suis fâché. Non, mais je suis fâché contre le monde. Là. Le monde me fait tellement chier que je veux le changer. La seule chose qui fait du sens, c'est d'essayer de changer le monde. Je le trouve trop violent. Puis quand je réfléchis à pourquoi il est violent de même, le monde. Là, quand je dis violent, je parle des bombes là, en Ukraine. Il y a plein d'autres types de violence. Je parle aussi de la manière qu'on se parle sur la rue des Forges. Tu sais, la manière qu'on se regarde pas dans les yeux entre personnes en situation d'itinérance, population générale. Je parle de plein de micro-violences. Ça me dérange depuis toujours. Depuis que je suis tout petit, ça vient me chercher. Je veux que ça change. Puis quand j'essaie de réfléchir à qu'est-ce qui cause ces violences-là, on dirait que ma réflexion, de manière très simpliste, m'amène toujours à peu près aux mêmes conclusions. Individualiste, capitaliste. Fait que moi, j'aime pas le capitalisme, j'aime pas l'argent. Fait qu'il a fallu, je suis devenu très, très résistant. Il a fallu que je me prouve quelque chose. Je suis devenu résistant contre l'argent, c'est pour ça que j'ai été bénévole à temps plein pendant plusieurs années. J'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Checké. Mais c'était trop intense, là. Mais là, j'ai fait la paix avec tout ça, puis j'ai décidé, je peux pas changer le macro. Je peux pas changer ma société au complet. Je fais partie de ce monde capitaliste-là. Je vais essayer de tirer mes épingles du jeu là-dedans, puis de faire de l'économie sociale, de créer des revenus, de créer de la valeur qui est redistribuée dans des projets humanitaires. Par exemple, le livre qui est juste là, 100% des profits vont au projet humanitaire. Pas une scène à moi, pas une scène à la maison d'édition. C'est malade! C'est cool. Par exemple, juste à côté de nous en ce moment, il y a un atelier de sérigraphie, la Coop des Affranchis, qui est comme un organisme qui fait partie de Point de rue, qui ont fait entre autres le hoodie que je porte en ce moment. Qui est magnifique. Merci. De mon organisme, la Caravane Philanthrope. Mais là, eux, ils créent des vêtements. Pas juste des vêtements, ils doivent faire aussi des sacs, je sais pas, plein d'autres types de merch. Puis, c'est de l'économie sociale. Tout leur profit, c'est redistribué à la mission de Point de rue. Puis même que les personnes qui font le travail dans l'atelier de sérigraphie sont souvent des personnes marginalisées ou des bénévoles qui gravitent alentour de Point de rue. Fait que c'est de l'économie sociale par et pour des personnes marginalisées. Ça, c'est exceptionnel. Fait que tant qu'à être dans ce système-là, essayons d'utiliser pour en faire quelque chose de positif. Puis ça peut permettre de bien gagner sa vie pour des gens. Puis ça donne un why, ça donne un sens. Pourquoi, si tu as le choix entre faire ça, faire un peu moins d'argent puis faire ça, ou faire plus d'argent puis faire quelque chose qui comme complètement décalé de tes valeurs. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui passe de faire beaucoup d'argent, qui a pas son why, qui fait le switch à l'autre, voudrait jamais revenir en arrière. J'en vois tellement des histoires de genre comme pourquoi je faisais ça, je me stressais, j'étais pas moi-même, j'avais pas la qualité de relation humaine que j'ai aujourd'hui, je me projetais pas dans le futur comme je fais aujourd'hui. On dirait que ça les libère. J'y crois profondément. Ton why que tu m'as dit tantôt, là, je pense que là, on a un bon exemple là, en entrepreneuriat. Allez-y en économie sociale. Let's go! Oui, l'entrepreneuriat aussi. Non, absolument. Pas parce qu'il faut le faire. Parce que, il faut le faire. C'est parce qu'il faut changer le monde. Oui, peut-être, tu veux changer le monde. Peut-être, tu veux faire du bien aux gens, etc. Mais fais-le donc pour toi. Oui, parce qu'au plus profond là, de nous, là, ça fait du sens. Exact. Ça va te rendre heureux. Puis Guillaume, pour terminer. Déjà? Écoute, je parle trop. Non! Moi, je pourrais continuer ça pendant, 6 heures. Oui, facilement. On le fait! À un moment donné. Mais ma dernière question, c'est pour les entrepreneurs là, qui veulent, qui t'écoutent puis qui disent « Hey, moi, là, j'ai envie, là, je veux connecter plus vrai, je veux connecter plus fortement, je veux laisser tomber les politesses d'usage, je veux être... » Tu sais, quand tu disais tantôt, me regarder dans les yeux, l'espèce de micro-violence dans la rue. Quoi ton conseil? Comment qu'on commence ça? On a le goût, mettons, de... Je trouve qu'on valorise beaucoup trop le savoir-faire. Puis pas assez le savoir-être, puis le savoir entrer en relation. Puis ça, c'est des choses qui... C'est facile à dire là, pour un clown parce que c'est ça. Devenir clown, c'est travailler sur le savoir-être, puis savoir entrer en relation, le savoir-faire, comme moi, est optionnel. Si t'en as trop, ça devient un problème. C'est facile à dire pour moi, mais je pense que c'est quand même des choses qui se travaillent, qui s'apprennent, qui se développent, qui se choisissent. Puis il va y avoir des erreurs qui vont se faire, il va y avoir des apprentissages, il va y avoir des limites. Mais je pense de choisir le savoir-être, de savoir entrer en relation, d'essayer par petits bouts, par petites bouchées, va
améliorer beaucoup de choses dans ta vie, pas juste dans tes relations avec tes clients, tes partenaires, mais juste toi, avec toi-même, puis avec tes relations alentours. Fait que d'oser l'authenticité, de regarder dans les yeux, d'arrêter tout le bullshit, puis se faire des accords. T'es pas plus important qu'un autre dans ton rôle d'entrepreneuriat, puis même affaire pour ton client ou le directeur de l'autre entreprise. On est tous des humains tout croche, on est tous suffisants, on est tous parfaitement imparfaits, puis on veut tous la même chose. On veut être vu, on veut être aimé, on veut connecter, on veut se sentir validé, valorisé. Fait que offre-toi ça, puis offre-le aux autres alentours de toi ensuite. Tu vas voir, ça fait des miracles. C'est un sujet qui m'interpelle tellement, Guillaume, les relations interpersonnelles, la façon de connecter avec les gens, puis notamment... Là, deviens clown, viens-t'en. Je m'en viens clown, je change, je vous annonce maintenant que... Yes! On donne des formations. Je sais. Viens suivre nos formations. Ce serait hot, hein? Ben oui. Mais t'es pas obligé de vouloir devenir clown pour les faire. Tu peux le faire juste pour l'épanouissement personnel. Oui. Absolument. Là, je les plug, je fais exprès parce que t'arrives à la fin. Vas-y, plug toutes tes affaires. Regardez-nous, la Caravane Philanthrope, nos formations de clown thérapeutique et de clown humanitaire, ça va changer ta vie. Puis je tiens à dire que tous les liens vers tout ce que tu nommes vont être dans les notes de l'épisode aussi, absolument. Fait que bon, vous pourrez aller, on va peut-être se recroiser dans un atelier quelconque. Ben oui, ça serait cool, ça serait super bonne. T'es fin. Mais ouais, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, ces relations interpersonnelles-là, la façon de connecter, mais comment bien le faire en ligne, tu sais, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, moi, avec les médias sociaux puis tout ça. Puis je trouve que c'est quelque chose que je martèle beaucoup aussi, tu sais. C'est quelque chose que je trouve que les gens, souvent, puis je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais prennent les médias sociaux comme pour pitcher du contenu, tu sais, comme on va aller mettre du contenu là, mais qui oublie tout le côté social, relationnel aussi, le but d'échanger, d'ouvrir, de discuter, tu sais, ce contact-là, là, c'est quelque chose qui manque, je trouve, beaucoup. On se complique la vie, je trouve, avec les réseaux sociaux, puis on commence à traiter ça comme une thèse en marketing, là, puis genre à se préoccuper tellement des algorithmes. Puis c'est vrai que ça peut avoir des résultats, mais less is more. Authenticité, simplicité, légèreté. Ça marche. J'adore ça. Quel beau mot de la fin. J'adore ça. Mille merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a vraiment été le fun. C'est cool. Merci de l'invitation. Mémorable. Merci. Donc, merci pour tout toi le monde. qui... oui, on peut même... Donc, à toi qui nous écoutes, je t'encourage à explorer l'univers captivant de Guillaume Vermette pour te connecter avec lui. Comme je te disais, tu vas pouvoir aller dans les notes de l'épisode, puis tu vas pouvoir peut-être même contribuer à la cause. Bref, je t'invite vraiment à le faire. Viens-t'en, joins ma secte. Donc, sur ces belles paroles, je te dis merci, salut, puis à la semaine prochaine. Merci, bye-bye tout le monde. J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.